envoyé encore au sud de Colombéchar, à Adrar, à Timimoun. Enfin, j'étais tout d'un coup, avec le discours du 16 septembre de De Gaulle, je suis devenu un officier garanti tout bon. Donc on m'a ramené à Alger. Et l'affaire du 24 janvier 60, c'était le premier putsch raté. Ça n'a pas été un putsch puisque ça a raté au bout de quelques jours. Mais bizarrement, alors que donc j'étais là, on m'a chargé de censurer l'Écho d'Alger. Alors pour certains d'entre vous, l'Écho d'Alger, ça vous dit quelque chose. C'était le journal possédé par un homme d'ailleurs très, très remarquable, Sérini, très intelligent, qui était à la fois un grand colon, un propriétaire de terre, mais aussi un industriel, et il possédait l'Écho d'Alger avec lequel il exprimait et manifestait et exerçait un pouvoir sur l'opinion important. Et quand l'affaire des barricades a éclaté, l'Écho d'Alger, je signale qu'après, au moment des putschs, Sérini a été effectivement arrêté, mis en prison, etc. Mais là, déjà en 60, il commençait. Et alors, le gouvernement qui, à l'époque, était très partagé, puisque Debré n'était pas vraiment convaincu de l'inéluctabilité de l'indépendance de l'Algérie, et donc il freinait la politique de De Gaulle. Le gouvernement était très partagé. Le gouvernement saisissait les journaux de gauche, mais voulait censurer l'Écho d'Alger. Et c'est sur moi que c'est tombé, moi qui étais sous-lieutenant de la sécurité militaire de l'armée de l'air, j'étais chargé de censurer un journal quand on a 25 ans. C'est un peu bizarre. Tous les soirs, on doit corriger, rayer, et le lendemain matin, contrôler, sous la menace de faire saisir le journal. Bon. Alors, c'était une expérience tellement curieuse que je la raconte. Enfin, ça n'a duré que 12 jours. Là, les barricades sont parties en débandade, la gaillarde a été... j'étais engagé dans l'armée, d'ailleurs, un peu bidon, mais on a dissous le premier régiment étranger de parachutistes, le premier, pas le second, me dit Henri Paris. Dans un deuxième chapitre, je raconte des histoires de jeunes fonctionnaires, de jeunes magistrats qui est soumis à un pouvoir hiérarchique. Quand on est rapporteur à la Cour des comptes et qu'on découvre des choses condamnables, on est dans une mission, dans une structure collégiale. Si on est battu en chambre, je voudrais parler à l'imparfait, parce que je crois qu'aujourd'hui la Cour des comptes est un peu moins... Eh bien, on peut être déçu, on peut être furieux, mais on est battu. Or, il y a un article 40 du Code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire ou agent public de dénoncer auprès du procureur de la République les faits illégaux dont il a eu connaissance. Il se trouve que comme ça, par hasard, par chance ou par malchance, je suis tombé sur des faits qui étaient graves, même par certains égards criminels, mais qui n'étaient pas sanctionnés dans les décisions de la Cour des comptes de ma chambre. J'étais battu en chambre. Et j'étais devant un cas de conscience un peu spécial, c'est que j'étais pris entre deux obligations, l'obligation de l'article 40 du Code d'instruction criminelle, enfin du Code de procédure pénale, et l'obligation d'être rapporteur de la Cour des comptes et de devoir m'incliner devant la décision de la délibération de la Chambre dont j'étais rapporteur, et par conséquent le droit, il y avait un droit qui me disait de parler ou d'écrire au procureur, et l'autre qui me disait de me taire. Alors ça a pas mal chauffé, c'est d'ailleurs à la suite de ça que finalement j'ai quitté la Cour des comptes avec, pas avec perte et fracas, mais enfin en secouant la poussière de mes souliers, je me suis présenté aux élections législatives, ce à quoi Mitterrand m'incitait depuis des années, mais j'avais toujours refusé. Donc je décris dans ce genre de chapitre des choses qui peuvent conserver leur intérêt, puisque quelques années plus tard, je suis revenu à la Cour des comptes, j'avais juré que j'y remettrais jamais les pieds, et j'y suis revenu comme premier président, et j'ai, je crois, contribué à encourager les jeunes magistrats à considérer que leur devoir était de faire triompher la vérité. Bref. Dans une autre partie de ce livre, la deuxième partie, alors en effet, là ça répond à ce que disait Paris tout à l'heure, j'évoque des problèmes plus ou moins de contradiction ou de conflits de devoir ou de cas de conscience au gouvernement, soit par rapport à des décisions que j'avais à prendre moi-même, soit par rapport à des décisions dont j'étais obligé de me sentir solidaire, enfin, j'étais objectivement solidaire, puisque je siégeais au Conseil des ministres, alors que je voulais m'en désolidariser parce que j'étais en désaccord. J'ai à ma droite
la chère Paulette de Crème qui connaît tout ça mieux que moi. Alors j'ai pris quelques exemples parfois très connus, d'autres moins connus. En particulier, par exemple, il y a des décisions que j'ai profondément désapprouvées, que la moitié du gouvernement français, la moitié du gouvernement de Mitterrand était contre. Je pense à l'affaire de la 5, la chaîne de Berlusconi. À l'époque, Berlusconi n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On ne savait pas très bien qui était Berlusconi. C'était un capitaliste, un affairiste brillant qui réussissait on n'imaginait pas, d'ailleurs je suis sûr que si Mitterrand avait imaginé qu'un jour il serait ce qu'il est aujourd'hui, il n'aurait pas pris les décisions qu'il a prises à ce moment-là. Mais c'est très difficile quand on est engagé dans une action politique collective, comme c'était le cas autour de Mitterrand. Nous étions un certain nombre qui avions travaillé avec lui depuis des années, des années. Il y a un moment où on hésite entre démissionner, s'en aller ou s'écraser. Par exemple, l'affaire des généraux de l'OAS, que certains d'entre vous se souviennent, quand malheureusement à l'instigation de Mauroy peut-être, mais de Courrières sûrement, un projet de loi a été déposé pour non pas du tout amnistier, ils étaient déjà amnistiés, mais réintégrés dans leur grade et même dans leur décoration, ce qui n'est rien mais qui est symboliquement grave. Les généraux de l'OAS, c'est-à-dire les généraux comme Charles et autres, qui avaient pris les armes et tenté de faire retourner les armes par les militaires de l'armée française contre la République. J'étais horrifié de cela. Je ne comprenais pas d'où venait cette stupide affaire. Elle était stupide ou honteuse, si c'était de la part de Courrières, qui était sénateur de l'Aude. Je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs. Enfin, tenter de flatter un électorat pied noir, alors qu'à l'époque, une grande partie de l'électorat dit pied noir s'était redistribué entre les différents courants de la gauche, et on voit bien aujourd'hui que c'est bon, enfin en tout cas, que c'était contre. Et j'ai dit à Mitterrand que jamais je voterai ça, que je ne voterai jamais cette loi. Et je me suis fait vraiment feinter, pour ne pas employer un terme plus cru, car après m'avoir convoqué 3 fois, m'avoir fait répéter 3 fois, jamais je voterai ça, en lui disant mais c'est pas grave, je démissionnerai, je retourne à la Cour des comptes, malheureusement je voulais pas y aller, mais je vais. Et la 3e fois il me dit bon écoutez, je ne vous comprends pas, mais enfin je respecte votre choix. Et c'est là que il m'a feinté en utilisant la procédure de l'article 49 paragraphe 3 de la Constitution qui permettait à l'époque ad libitum, qui aujourd'hui est légèrement limitée, un gouvernement de faire adopter une loi sans vote. Il suffisait d'engager la responsabilité du gouvernement sur le texte, et si dans un délai de 24 heures, aucune motion de censure n'avait été déposée, la loi était adoptée sans vote, et si dans ce délai une motion de censure était déposée, de 2 choses l'une, ou bien elle est votée ou bien elle n'est pas votée. Si elle est votée, la loi est rejetée, mais le gouvernement tombe, et si elle n'est pas votée, on est ramené au problème précédent. Et là, évidemment, non seulement c'est écrasé, mais moi qui avais dit je ne voterai jamais ça, je n'ai pas démissionné. J'y ai bien pensé, j'ai même pensé à faire un coup fumant, parce que si j'avais démissionné, vous savez que quand un député devient ministre, son suppléant devient député. Et quand un député démissionne, il y a une élection partielle. Donc à l'époque, si j'avais démissionné, il y aurait eu une élection partielle, quelques semaines plus tard. Or, je sais que j'aurais été réélu triomphalement parce que dans la zone de Saône-et-Loire en particulier dont j'étais député, c'est une zone de résistance, une zone proche de la Suisse, il y a eu beaucoup de résistants, beaucoup de gens ont fait passer beaucoup d'enfants juifs vers la Suisse, etc. Mon point de vue était soutenu par les gens et j'aurais été réélu. Mais démissionner à ce moment-là, c'était infliger à Mitterrand un camouflet à certains égards bien mérité, chère Paulette, mais c'était aussi ouvrir une crise politique, je dirais pas disproportionnée, mais se rapportant à des faits très anciens pour beaucoup de gens. On est à ce moment-là en 83, ce qui s'est passé en 62, donc voilà, le cas de conscience, il y a eu quelques autres de ce genre. Quand on a fait les lois sur les machines à sous, tant que j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai bloqué les machines à sous. Le jour où je n'étais plus, j'étais quand même encore ministre, j'étais ministre de la Défense d'ailleurs. Donc j'ai assisté à des conseils des ministres où les choses contre lesquelles
je m'étais battu avec succès pendant des années.